Deuxième partie de notre émission Territoire d'info avec l'invité politique ce matin. Bonjour Yann Brossat, tête de liste du Parti communiste aux Européennes, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement. Pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane, spécialiste politique, et Olivier Biscay. Bonjour. Bonjour Olivier, directeur de la rédaction de Midi Libre. Merci d'être sur ce plateau ce matin. On en vient tout de suite au débat à la télévision. Hier soir, 12 têtes de liste invitées pour ce premier débat des Européennes. Pendant plus de 3 heures, vous y avez participé. Yann Brossat, merci donc d'être là ce matin tôt, parce que vous avez dû, j'imagine, vous coucher tard. Nous, téléspectateurs, on avait un sentiment d'une certaine cacophonie, il faut bien le dire. Alors vous y étiez, vous étiez vraiment au milieu. Est-ce que vous avez eu ce même sentiment en tant que participant? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça pose finalement le problème d'un débat avec autant de monde qui participe? Écoutez, je me suis battu pour être dans le casting, donc je ne vais pas vous dire qu'on était trop nombreux, ce ne serait pas très juste pour les autres. Bon, une certaine cacophonie peut-être. Un regret, c'est qu'on ait parlé autant des questions d'immigration et qu'il ait fallu attendre minuit quasiment pour parler des problèmes du travail, du pouvoir d'achat, des retraites, de ces questions qui taraudent les Français et qui les ont mobilisés au moment de la mobilisation des Gilets jaunes, qui se poursuit d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, c'est un premier exercice. Je souhaite qu'il y en ait d'autres. La forme vous a plu? La forme, ça clignotait beaucoup. Les temps de parole étaient. Je suis pas là pour juger. Non, mais vous êtes candidat, donc vous étiez sur place, c'est que en scène. Je souhaite que lors des prochains débats, parce que je sais qu'il y en aura, on ait la possibilité peut-être d'exposer plus clairement nos arguments et nos visions de l'Union européenne. J'ai essayé de le faire. J'espère y être arrivé. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on a besoin de débats sur ces élections européennes qui approchent quand même à grands pas. Avant de revenir à vos propositions et au fond de ce que vous proposez sur cette question, sur 12 pupitres, il y avait 5 pupitres avec des candidats de gauche derrière. Est-ce que ce n'est pas du gâchis ? Ça veut dire qu'il y en avait 7 de droite, donc ça veut dire que la droite est à peu près aussi divisée que la gauche. Bon, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez l'air de dire. La gauche est trop divisée. De la droite, de l'extrême droite, François Asselineau, c'était un peu plus compliqué à droite. La gauche est en tout cas trop divisée. Et le Parti communiste a d'ailleurs passé des mois à tendre la main à tout le monde pour faire en sorte que la gauche soit plus rassemblée qu'elle n'est au final. Simplement, j'insiste sur un point, c'est que le Parti communiste, dans cette campagne, il a une constance, une cohérence, et c'est ce qui fait sa légitimité. Parce que nous sommes la seule force politique de gauche à avoir rejeté tous ces traités européens ultralibéraux. Nous n'avons jamais dit aux Français, on va construire l'Europe sociale avec des traités européens libéraux. On a été constant, on a été cohérent depuis une trentaine d'années sur cette question-là. Et je crois que c'est ce qui fonde notre légitimité dans cette campagne. Sur vos camarades, si je puis dire, de gauche, Glucksmann, Hamon, comment vous les avez trouvés? On a senti un vrai décalage entre vous. Certes, vous portez des débats différents, mais il y a un vrai décalage entre les différents candidats. Quel regard vous portez sur vos concurrents? Je ne suis pas là pour les juger. D'ailleurs, je ne les mettrai pas sur le même plan. Benoît Hamon est quelqu'un qui a rejeté le traité constitutionnel européen en 2005. Je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions du côté de Raphaël Glucksmann et du Parti socialiste, parce que le Parti socialiste a voté tous les traités européens. Ils ont voté bon nombre des traités de libre-échange. Donc il y a là des contradictions dans lesquelles le Parti socialiste a du mal à se dépêtrer. Mais vous voulez changer les traités, vous voulez sortir de ces traités. Comment on fait pour sortir des traités sans sortir de l'Union européenne? Je pense qu'il faut d'abord s'affranchir des traités européens et des logiques de ces traités européens. Tout simplement parce que ce sont des traités qui nous font souffrir en Europe depuis trop longtemps. On voit bien à quel point les logiques d'austérité, de mise en concurrence généralisée appauvrissent l'Union européenne. Et donc, il faut s'en affranchir. D'ailleurs, vous savez, il y a un pays, le Portugal, qui a fait le choix d'augmenter les salaires, d'augmenter les minima sociaux, d'augmenter les allocations familiales. L'Union européenne, par le biais de la Commission européenne, a commencé par leur taper sur les doigts. Et puis ce gouvernement de gauche a fini par faire sa politique quand même. Eh bien, ils ont eu raison et c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous avez beaucoup parlé de clause hier soir. Vous avez proposé une clause de non-régression sociale. En quoi ça consiste exactement? Mais je vais vous expliquer. Par exemple, la France, elle s'est dotée depuis l'après-guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, d'un secteur public puissant, avec des entreprises publiques qui disposaient d'un monopole dans un certain nombre de secteurs. Je pense au secteur de l'énergie, je pense au secteur du ferroviaire. L'Union européenne nous a forcés à les mettre en concurrence. C'est par exemple le 4e paquet ferroviaire qui a abouti à la loi sur la SNCF, qui fera par exemple qu'on va fermer plein de petites lignes non rentables. Eh bien moi je dis une chose très simple. L'Union européenne nous l'impose aujourd'hui, notre système à nous marchait bien, et ce système va se dégrader à cause de la mise en concurrence. Eh bien nous devrions, nous la France,
pouvoir dire on a un système qui marche, on ne veut pas mettre en concurrence, clause de non-régression sociale. Je pense que ce serait mieux. Je pense que l'Union européenne doit accepter qu'il puisse y avoir dans notre espace des modèles économiques différents. Et je pense que si l'Union européenne est en train d'exploser aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous impose à tous un moule libéral. Et ce moule libéral ne correspond pas à ce que nous sommes, nous Français, attachés à l'égalité, attachés à la justice. Si certains pays veulent faire ça, qu'ils le fassent, mais ça n'est pas la tradition de la France et ça n'est pas notre identité. Autre sujet, autre clause dont vous avez parlé hier concernant le protectionnisme, vous avez dit favorable à une clause de distance dans les marchés publics. Est-ce que là aussi vous pouvez nous expliquer? Oui, je vais vous prendre un exemple. Enfin, j'espère avoir été clair hier quand même, mais je vais vous prendre un exemple. Hier, j'ai pris l'exemple de l'industrie, je vais vous prendre l'exemple des cantines scolaires. Vous savez que quand aujourd'hui, une collectivité locale lance un marché pour des cantines scolaires, elle n'a pas la possibilité de dire on veut acheter local, parce que c'est contraire avec la logique de la concurrence libre et non faussée. Mais c'est complètement absurde, c'est-à-dire qu'un maire, le maire d'un village devrait pouvoir dire je veux acheter aux paysans de mon village ou du village d'à côté, plutôt que d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la France, voire de l'autre bout du monde. Eh bien je dis, il faudrait que dans tous les marchés publics, nous puissions instituer une clause de distance, c'est-à-dire acheter des produits qui viennent d'à côté plutôt que des produits qui viennent de très loin. C'est bon pour l'agriculture, ce serait bon aussi dans le secteur de l'industrie, ça nous permettrait de faire marcher l'industrie française quand on réalise des commandes publiques dans ce domaine-là. Le 26 mai, qu'est-ce que vous craignez? La victoire des populistes? Moi, je crains surtout qu'on nous enferme dans un débat qui soit un débat entre les libéraux d'un côté et l'extrême droite d'autre part. Et j'ai bien vu d'ailleurs le petit jeu de Nathalie Loiseau hier qui visait à enfermer le débat entre elle et le candidat de Madame Le Pen. Eh bien moi, je n'ai pas envie que l'élection européenne soit le remake de l'élection européenne soit le remake de l'élection présidentielle. Et puis surtout, vous savez, quand on regarde dans le détail sur les questions économiques et sociales, contrairement à ce qu'on nous raconte beaucoup, l'extrême droite, elle ne défend pas le progrès social. Vous savez par exemple que l'extrême droite française a des alliés autrichiens qui sont au pouvoir et qui viennent de mettre en place la semaine de 60 heures. Et on a aujourd'hui une extrême droite qui s'érige en alternative aux libéraux et qui explique qu'elle défend le progrès social. C'est une arnaque et donc je pense qu'il faut mener une opération vérité sur le vrai programme de l'extrême droite. Un mot sur le financement, puisque Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont lancé un appel aux dons pour financer leur campagne. Le Rassemblement national dit aussi qu'il a des problèmes de financement. Vous ? Le Parti communiste a des militants. Et ce sont nos militants et nos fédérations départementales qui financent la campagne. C'est une campagne low cost, puisque c'est une campagne à 2 millions d'euros, dont 1 million d'euros pour le matériel officiel. Cela dit, nous avons décidé de fonctionner comme ça. Puis vous savez, quand on a des militants, on n'a pas besoin de banque. C'est la grande chance du Parti communiste, qui est le parti qui bénéficie du plus de dons de la part de ses adhérents. C'est traditionnel. Et d'ailleurs, les élus reversent aussi, puisque vous savez que les élus du Parti communiste ne s'enrichissent pas par leur mandat. Je reverse, pour ce qui me concerne, la différence entre ce que je gagnais avant comme prof et ce que je gagne maintenant en tant qu'adjoint à la maire de Paris. Une petite question sur les autres partis communistes en Europe. Qu'est-ce que vous en savez? Comment ils vont financer leur campagne, eux? Eh bien, vous me posez une colle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons des alliés dans toute l'Europe, puisque nous avons un groupe au Parlement européen qui compte 52 membres. J'imagine qu'ils font comme nous. Vous savez, le communiste est généreux, c'est dans notre ADN. Yann Brossat, tête de liste du Parti communiste aux Européennes, adjoint à la mairie de Paris, en charge du logement, est notre invité politique ce matin. On passe au grand débat national qui s'achève, qui se termine. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression, d'ailleurs les médias le relaient moins, que ça intéresse moins ce grand débat, cette fin de grand débat, que ça dure en fait? Et est-ce qu'il ne vous tarde pas que ça se termine au fond et qu'on en vienne à des réponses concrètes? Je pense effectivement que plus le temps passe, moins les Français y croient. Plus le temps passe, plus les Français ont le sentiment que ce grand débat était fait pour les occuper. De visibilité. Alors on attend lundi. Moi, je ne suis pas là pour commenter les stratégies du gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, il y a besoin de sonnant et de trébuchant. Et je pense que c'est ce que les Français attendent. Ils ont besoin de réponses sur le pouvoir d'achat, sur les salaires, sur les retraites. Autant de questions qui les taraudent et qui, pour l'instant, tardent à trouver des réponses concrètes. D'ailleurs, Édouard Philippe s'exprimera dès le début de la semaine. Qu'attendez-vous de son discours? Des annonces concrètes, c'est ce que vous dites? De l'argent pour les classes moyennes et les familles modestes. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, très concrètement, c'est le problème qu'on a. 9 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants dans notre pays, dans la 6e puissance économique du monde.
C'est ça le vrai problème. Alors, quelle proposition concrète vous faites, vous ? L'augmentation du SMIC, nous sommes favorables, nous les communistes, à une augmentation du SMIC de 200 €, ce qui n'est pas trop demandé quand on sait à quel point il est difficile de vivre avec le SMIC. Je sais bien qu'un certain nombre d'entreprises ne pourraient pas absorber ce choc sans aide, et donc je l'assortis d'une autre proposition qui est de concentrer le CICE, enfin en tout cas les aides aux entreprises, sur les PME et les TPE. En revanche, je ne vois pas pourquoi on continue à déverser de l'argent sur de très grosses entreprises qui, elles, n'ont pas besoin d'aide publique. Quand vous voyez qu'une entreprise comme Ford a touché 50 millions d'aides publiques depuis 2009 et met sur le carreau 850 personnes, je pense qu'on a là un gâchis et une gabegie. Le gouvernement a déjà fait des mesures en mois de décembre coûtant 10 milliards. Est-ce qu'il a les moyens de financer de nouvelles mesures vu la situation économique ? Moi, je ne propose pas en l'occurrence de mesures qui coûteraient énormément d'argent. L'augmentation du SMIC, elle serait financée par les entreprises. Et puis pour ce qui concerne, je vous le dis, les PME et les TPE, il s'agit plutôt de rediriger les aides publiques qui existent déjà, de faire en sorte qu'elles n'aillent pas vers les grosses boîtes et qu'elles aillent toutes vers les PME et les TPE. Sur la question des retraites, ça sera forcément abordé la semaine prochaine. Il semble qu'il y ait un cafouillage entre le gouvernement et Jean-Paul Delevoye. Quelle proposition doit faire le Premier ministre autour de ce sujet qui concerne beaucoup de Français ? D'abord, moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on retarde l'âge de départ à la retraite. Je trouve d'ailleurs invraisemblable qu'on ait un grand débat national qui fait suite au mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes demandent la justice sociale et on a une ministre des Solidarités, bien mal nommée d'ailleurs, qui dit on va retarder l'âge de départ à la retraite. Alors j'ai bien compris qu'il y avait un cafouillage, j'ai bien compris que M. Delevoye ne disait pas exactement la même chose. Moi je pense qu'il faut mettre à contribution les revenus financiers pour financer les retraites. C'est ça le vrai sujet. On a besoin de partage de la richesse dans notre pays. Il y a plein de richesses dans notre pays et on demande en permanence aux mêmes de faire des sacrifices. Ça n'est pas possible que ça continue. Il faut augmenter les petites retraites ? Il faut bien sûr augmenter les petites retraites, réindexer les retraites sur l'inflation. Ça, pour le coup, c'est une mauvaise décision qui avait été prise par le gouvernement et qu'il va devoir assumer. Alors hier au Sénat avait lieu l'audition des deux ministres en charge de ce grand débat, Emmanuel Vargon, Sébastien Lecornu, et des sénateurs ont regretté que le logement, la question du logement n'ait pas été beaucoup abordée dans ce grand débat alors qu'elle concerne les Français. Vous qui êtes en charge de ce sujet à la mairie de Paris, comment vous l'expliquez ? J'ai du mal à me l'expliquer parce qu'effectivement, le logement est une question majeure pour les Français qui consacrent d'ailleurs une part très importante de leurs revenus au paiement, soit de leur loyer, soit du remboursement de leurs dettes lorsqu'ils ont réalisé un emprunt pour pouvoir acheter un appartement ou une maison. Donc oui, bien sûr que cette question mérite d'être traitée. Est-ce que vous attendez des propositions de l'exécutif sur ce sujet ? J'attends surtout des excuses parce que je crois qu'il n'y a aucun gouvernement qui a fait autant de mal sur la politique du logement. Franchement, entre la baisse des APL, la ponction d'1,5 milliard d'euros sur les bailleurs sociaux, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un très très mauvais gouvernement sur cette question-là. Et donc j'attends du gouvernement qu'il revienne sur les mesures qu'il a prises. Pourquoi est-ce qu'il ne rend pas les 5 € d'APL ? Voilà une proposition que je fais à Julien Denormandie. Rendez les 5 € d'APL que vous avez piqué aux Français au début de ce mandat. Le message est passé. Autre sujet, le Conseil constitutionnel qui a censuré hier l'article phare de la loi anti-casseurs, celui sur l'interdiction administrative de manifester. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il fallait écouter l'opposition, enfin l'opposition de gauche. Et si le gouvernement l'avait fait, il n'aurait pas subi cette censure du Conseil constitutionnel. La crainte que nous avions, c'est que cette mesure puisse engendrer une forme d'arbitraire. Et qu'on ne soit plus dans une loi anti-casseurs, mais dans une loi anti-manif. On a encore le droit de manifester dans ce pays, le Conseil constitutionnel l'a rappelé, et tant mieux, ça s'appelle la démocratie. Par ailleurs, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Olivier Biscay. On peut le voir autrement en considérant que c'est un bon rempart contre la violence qui a lieu tous les samedis. Oui, mais qu'on attaque les casseurs, qu'on mette hors d'état de nuire les casseurs, c'est bien normal. Simplement, il y avait des risques, et c'est ce que le Conseil constitutionnel a dit, qu'on interdise à des gens de manifester de manière arbitraire. Et d'ailleurs, si le Conseil constitutionnel a censuré cet article, c'est bien parce qu'il posait problème sur le front des libertés publiques. Vous qui êtes élu de Paris, est-ce que vous redoutez d'autres samedis violents dans la capitale ? Moi, je souhaite surtout que le gouvernement nous sorte de cette situation. Et il ne nous sortira de cette situation que par des mesures politiques et sociales. Et donc la balle, elle est aujourd'hui dans le camp du gouvernement. C'est pour ça que je vous disais qu'on attend du sonnant et du trébuchant. On a besoin de réponses politiques. Et je pense qu'on ne peut pas répondre de manière sécuritaire à des problèmes qui sont des problèmes politiques. On a aujourd'hui une France qui est tellement fracturée, tellement balafrée par les injustices sociales. Je crois qu'il est temps
que le gouvernement prenne la mesure de cette réalité. Il y a eu néanmoins une réponse sécuritaire. Didier Lallement, nouveau préfet de Paris, a mis en place une nouvelle doctrine et notamment, il a dit au Sénat avoir mis en place un nouveau rituel, celui de rencontrer la maire de Paris et les maires d'arrondissement tous les vendredis après-midi, veille de manifestation. Est-ce que vous saluez cette initiative ? Enfin, qu'il écoute la maire de Paris et les maires d'arrondissement, encore heureux. D'ailleurs, entre nous, ça n'est pas lui qui a inventé ça. Ça s'est fait. Non, c'est très utile, mais en l'occurrence, ça n'est pas nouveau. Enfin, que le préfet rencontre la maire de Paris, vous voyez, on ne va pas non plus s'extasier. Ça se fait comme ça avant ? Oui, ça se faisait déjà. Tous les vendredis ? Alors, il y a eu un petit bug au début du mouvement des Gilets jaunes, et d'ailleurs, la maire de Paris l'avait dit, mais depuis, les choses étaient revenues dans l'ordre. Un autre sujet, les municipales, les ministres candidats à la mairie de Paris, Griveaux et Majoubé, ont quitté le gouvernement pour faire campagne. Est-ce que ces candidatures peuvent mettre en danger Anne Hidalgo et la majorité ? Nous sommes terrifiés. C'est vrai ? Non, mais vous me semblez terrifié ce matin. Écoutez, ils sont candidats, ils ont le droit de partir en campagne. En tout cas, je constate une chose, c'est qu'ils se sont précipités pour partir en campagne. Et j'ai ma petite analyse, je pense que s'ils sont partis aussi vite du gouvernement pour partir en campagne, c'est qu'ils sont moins sûrs d'eux qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques mois. Ils se sont aperçus qu'il y a une gauche à Paris, qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Yann Brossat, on a appris que Nicolas Sarkozy allait rejoindre le conseil d'administration des casinos Barrières, après celui du groupe Accor, cet ancien président de la République. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, ça m'intéresse. Écoutez, vous me l'apprenez, je n'avais pas suivi cette actualité-là. Bon, écoutez, je lui souhaite bon courage dans ses nouvelles fonctions, ça lui va assez bien d'ailleurs. Juste pour terminer sur vous, les municipales à Paris, est-ce que vous serez de nouveau candidat, vous ? Moi, aujourd'hui, je suis candidat aux élections européennes. J'y consacre toute mon énergie. Je serai ce soir à Grenoble, demain en banlieue parisienne. J'ai bien l'intention de me consacrer totalement aux élections européennes. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai constaté dans mon mandat d'élu local que si on a envie que ça change au niveau local, il faut que ça change à Strasbourg. Vous savez, je me suis attaqué par exemple à la multinationale Airbnb et aujourd'hui, toutes les régulations que j'ai mises en place à Paris sont menacées par la Commission européenne. Donc c'est là-bas que ça se joue. Si ce n'est pas vous, le Parti communiste ira avec Anne Hidalgo ou vous irez de manière autonome ? Le Parti communiste décidera de cela par un vote démocratique comme nous le faisons à chaque fois. Donc ce n'est pas acté. La liste commune n'est pas actée. En tout cas, il faudra que la gauche gagne, surtout quand je vois qu'il y en a en face. Et votre emploi du temps, la conseiller adjoint au maire chargé du logement, qui est une fonction importante, et tête de liste, ça pose pas de problème ? J'y arrive et d'ailleurs vous avez vu que nous venons d'obtenir que l'encadrement des loyers soit réappliqué à Paris. Comme quoi on arrive à mener plusieurs combats à la fois. Merci beaucoup Yann Brossat, tête de liste du Parti communiste aux Européennes adjoint à la mairie de Paris en charge du logement et qui était hier soir donc un de ces 12 candidats au centre de ce débat à la télévision. Merci beaucoup Olivier Biscay, directeur de la rédaction de Midi Libre, et merci Oriane Mancini. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. À tout de suite. Voilà, Yann Brossat quitte ce plateau. Merci, au revoir, bonne journée. Et font leurs entrées pour cette deuxième partie d'émission. Denis Caro, directeur de la rédaction du groupe 10 Matin, et puis Jean-Baptiste Forêt. Bonjour Jean-Baptiste, rebonjour. Rebonjour. De la Gazette des communes, des départements et des régions. On démarre, si vous voulez, tout de suite par ce débat à la télévision hier au soir. Moi, je voudrais savoir ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. En tout cas, vous en avez certainement vu des extraits. Donc, il y avait quand même 12 têtes de liste, invités. Voilà. On a eu le sentiment, quand on était spectateur, d'une certaine cacophonie. On l'a dit d'ailleurs à Yann Brossat. Est-ce que ça a été aussi le cas pour vous ? Allez, Jean-Baptiste Forêt, on démarre avec vous. Oui, tout à fait. Enfin, ça clignotait de partout, avec des temps de parole qui évidemment étaient extrêmement réduits pour chaque candidat. Donc on a eu du mal à y voir clair. Malgré tout, il semble que certains s'en soient tirés mieux que d'autres. Yann Brossat, votre invité, a plutôt été à l'aise, véloce dans ce débat. Il dit quand même qu'il n'a pu aborder les questions qui lui importaient qu'en en deuxième partie de soirée. Il était 11h30 passé. Oui, bien sûr. Et puis c'est le reproche qu'ont porté la plupart des candidats. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que le débat s'enfermait aussi dans un tête-à-tête entre Nathalie Loiseau, candidate d'Emmanuel Macron, et le candidat de Marine Le Pen, Jordan Bardella. Donc les autres ont eu parfois un petit peu du mal à exister à côté de ce face-à-face. Alors, Denis Caro, des objets improbables apportés par les 12 candidats. Alors, de la baguette de pain, on voit Philippot avec, aux menottes d'ailleurs. François Asselineau. François Asselineau, exactement. En passant par une petite partie du mur de Berlin, vous avez vu ? Il y en a deux qui sont venus avec le même
idée, avec la même idée. Bon. C'était réussi ça. Il y a le pot de miel ou de confiture aussi, les deux. C'était plutôt rigolo, mais quand même très, très caricatural. La palme, c'est effectivement la baguette de pain de Florian Philippot. C'était pour faire la démonstration au fond que l'euro avait fait perdre du pouvoir d'achat aux gens. Il faut oui. Pour ceux qui ont Alors c'était peut-être la seule partie réellement concrète de ce débat dont je suis pas sûr qui va inciter les gens à aller voter aux européennes. Vous avez vu Airbus, le petit paquet d'Airbus amené par Nicolas Dupont-Aignan, qui symbolisait l'Europe qui marche quand elle était faite à moins de pays. Oui, il fallait suivre la démonstration quand même. Mais dans l'ensemble, ce débat s'est montré assez poussif, assez laborieux, avec une vraie difficulté à entrer dans le fond des sujets. Et effectivement, les sujets les plus intéressants ont été abordés plutôt à la fin. Et je ne suis pas certain que beaucoup de téléspectateurs soient allés au-delà des minuit pour suivre la fin du débat. Nicolas Dupont-Aignan qui invite François-Xavier Bellamy à rejoindre sa liste. C'est vrai que ça paraît logique du point de vue du parcours de ces gens-là. Il y avait vraiment des gens qui, à gauche c'est pareil, qui ont le même parcours et qui au fond se sont retrouvés à débattre, à se combattre. On ne comprend pas bien pourquoi. Oui, enfin, il y a une part quand même de mousse dans cet appel de Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il sait pertinemment que François-Xavier Bellamy ne saisira pas. Mais Raphaël Glucksmann a fait la même chose avec Yannick Jadot et Benoît Hamon. La main qu'il tend, il y a quand même une forme de clivage entre ces deux candidats-là autour de la question européenne. Enfin, j'entendais votre invité Yann Brossa qui parlait de son rejet des traités européens, de son attachement au protectionnisme. Il me semble que la ligne de clivage se situe plutôt là. Et pour le coup, là, François-Xavier Bellamy, même s'il a été aussi le porte-voix de la droite hors les murs, anti-mariage pour tous, et de ce point de vue-là, il est très proche de Nicolas Dupont-Aignan, mais il incarne aussi un parti de gouvernement qui a signé tous les traités européens depuis toujours. On vient de parler de la droite, on parle de la gauche, de Nick Caro, tendu de Raphaël Glucksmann à Yannick Jadot et à Benoît Hamon. Là aussi, on a peine à voir les différences. D'ailleurs, Raphaël Glucksmann, c'est ce qu'il a dit. Oui, on le sentait malheureux d'ailleurs. Oui, Raphaël sincère presque. Déjà, la constitution de la liste place publique PS a été très, très compliquée et on a vu hier la désunion de la gauche dans toute sa splendeur avec un Raphaël Glucksmann qui avait du mal. On l'a vu, Yann Brossa qui s'est plutôt bien sorti de l'exercice avec des formules, on dit des punchlines maintenant, assez percutantes. Ciselées. Et Nathalie Loiseau qu'on a vu très en difficulté dans ce débat. Alors elle avait les 11 autres débatteurs face à elle sur le dos, mais elle a été très en retrait et on peut s'interroger sur le choix de Nathalie Loiseau comme tête de liste. Vous vous interrogez sur Baptiste Fauré là-dessus ? Oui, tout à fait. Enfin, Emmanuel Macron a quand même souffert de son image de président des élites. Je ne suis pas certain que choisir l'ancienne directrice de l'ENA pour mener la liste aux européennes soit une bonne idée. C'est pas une professionnelle de la politique et ça se voit tout de suite. Ça crevait les yeux hier. Elle n'est pas très à l'aise dans ce type d'exercice. Assez fixe dans son exercice. Elle n'a pas bougé au fond. Elle regardait droit devant. Très mobile. Elle incarne une forme de doxa sur les questions européennes, au-delà des formules, elle ne propose quand même rien de très très nouveau, donc elle va avoir du mal à exister. Ceci dit, la tête de liste de La République En Marche, ce sera pas elle, ce sera évidemment Emmanuel Macron. On passe, si vous voulez, à un autre débat, le grand débat qui s'achève, qui se termine, qui n'en finit pas de s'achever, j'allais dire. Denis Caro. Bon, lundi, on sait que le Premier ministre va faire une forme de conclusion à tout ça au Grand Palais, en réunissant les élus, les membres du gouvernement, pour en faire la conclusion. Ça n'a pas un petit peu trop duré? Les médias, alors le vôtre par exemple, ce matin, vous continuez d'en parler autant ou pas? Non, beaucoup moins. Il est vraiment temps que ça se termine. Il est temps que ça se termine parce que autant au départ, les gens étaient intéressés, ont beaucoup contribué. Maintenant, tout le monde attend la conclusion. Et c'est aussi pour ça que ça dure, parce que l'enjeu est important. La conclusion, on la voit pas. Le grand débat, c'est le grand bazar aujourd'hui. C'est le concours Lépine des idées sur la fiscalité,
fiscalité. On en a une tous les jours. C'est la question des retraites qui s'invite à la fin du grand débat. C'est extrêmement compliqué et on ne voit pas trop la porte de sortie pour Emmanuel Macron. Tout ça ayant démarré avec le pouvoir d'achat en plus. Tout ça ayant démarré avec le problème de pouvoir d'achat et de prix du carburant. Oui, et ces questions-là sont plus sur le devant de la scène aujourd'hui, ont curieusement un peu disparu du grand débat. Jean-Baptiste Fauré, sur ce plateau, je me rappelle vous avoir vu stigmatiser le président de la République pour nos téléspectateurs. Si, vous l'avez fait en disant il s'est promu en conseiller territorial devant les élus en indiquant à quelle heure arrivait le train. Oui, tout à fait. Le train d'Argenton-sur-Creuse. Oui, vous aviez dit ça. Oui, tout à fait. Donc il a bouclé la boucle hier avec son dernier débat auprès des maires qu'on a suivi de près, évidemment. Nous à la Gazette des communes. Bon, ça reste un exercice quand même assez saisissant, d'une 60aine d'heures pour Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que là, il se trouve quand même dans une sorte de faux plat, de zone grise. On ne sait pas exactement ce qui va sortir de son chapeau. On sent énormément de flottement. De toute façon, le grand débat. Les Français, dans leur majorité, dans les études qu'il y a, pensent au fond que la fin du grand débat, ça ne sera pas la fin des problèmes. Le grand débat ne peut pas apporter de réponse très très claire pour Emmanuel Macron parce qu'il a plutôt été un succès, mais il a surtout été fréquenté par des CSP+, par des diplômés de l'enseignement supérieur, par des retraités, des gens qui incarnent quand même pas la France dans toute sa diversité. Donc Emmanuel Macron quand même en difficulté en ce moment. Un mot là-dessus, Denis Caro, pour conclure. Le malaise des Gilets jaunes et notamment le mouvement au début, ce malaise ne va pas disparaître d'un seul coup il faudra que les réponses apportées par Emmanuel Macron et par le gouvernement à la fin du grand débat soient très précises et très claires. Mais effectivement, Emmanuel Macron le reconnaît lui-même, c'est pas fini. On verra à partir de lundi déjà comment se finit cet achèvement au fond. C'est une première étape, mais c'est une première étape très, très, très institutionnelle. Je ne suis pas sûr que ce soit conclusif. Merci Denis Caro, directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. Jean-Baptiste Fauré, qui est à la Gazette des communes, des départements et des régions, la représentant sur ce plateau régulièrement. Merci Jean-Baptiste. On passe au Zap Matin qu'on regarde ensemble, messieurs. Le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé. Avec un résumé évidemment de hier soir, ce débat à la télévision, de ce qui s'est passé dans les journaux télévisés et également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble. On se retrouve après pour la troisième partie parlementaire de l'émission. À tout de suite. Ce devait être un débat à 9 au départ, les 9 têtes des principales listes pour les européennes. Sauf que 3 partis ont porté l'affaire devant la justice. Benoît Hamon pour Génération, Florian Philippot pour les Patriotes et François Asselineau pour l'UPR. J'ai quand même une chose à dire, c'est que j'ai apporté... Non, monsieur Asselineau, il y a des règles, vous aurez l'occasion d'en parler. La solution, la clé des menottes. La clé bleu-blanc-rouge, évidemment, pour en sortir. La justice a tranché une première fois en leur donnant raison. France 2 a donc ajouté 3 pupitres. Puis le Conseil d'État a retranché, c'était ce matin, en leur donnant tort. Le principal, c'est que ça commence ce soir. On remet les pendules à zéro. Le débat, il existe. Et il va être, je pense, plus intéressant que si nous n'avions pas été là. Quand j'avais l'âge de M. Bardella, il y avait un mur. Ce mur, il s'est effondré. Personne ne s'y attendait. Et il se trouve que ce soir-là, en novembre 89, on s'était fait le serment à des millions d'Européens qu'on reconstruirait jamais de murs. On vient d'entendre ceux qui veulent reconstruire des murs. Les élus nationalistes ont choisi d'être parmi les manifestants plutôt qu'au grand débat. Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, a refusé de rencontrer le président de la République. Et on reconstruit des murs parce qu'en fait on a trahi cette promesse, monsieur Lagarde, la promesse qui a été faite à tous les Européens à la chute du mur de Berlin. On l'a trahi parce qu'on l'a confié à des banquiers et à des technocrates sans âme. Je pense que les Corses méritent mieux que des guerres de tranchées ou de positions. Les Corses, ils ont besoin, comme vous, élus que vous êtes, de solutions concrètes pour que la vie s'améliore. Nous sommes menacés de sortir de l'histoire à cause de notre impuissance à faire face à la guerre économique, à cause de la naïveté dont nous faisons preuve depuis trop longtemps maintenant. Menacés de sortir de l'histoire à cause de notre impuissance à faire face au défi migratoire qui est devant nous et non pas derrière nous. Rien ne pourra avancer si avec la jeunesse, avec toutes celles et ceux qui veulent porter cette part d'identité corse, on ne dit pas aussi, on ne condamne pas aussi les crimes qui ont été commis. Parce que tant qu'on ne sera pas clair sur la condamnation des crimes, on ne pourra pas me dire attention, ne réveillons pas la violence. On voit que quand on parle un peu vite,
avec des solutions à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, personne n'empêche les Britanniques de sortir, mais les Britanniques, ils ne savent pas où ils veulent aller, ils sont perdus, c'est la division et c'est le chaos. Venir essayer de tirer argument de cette affaire, de ce drame, pour refuser le dialogue à la Corse et considérer l'ensemble des Corses comme responsables collectivement de ce drame, je crois que c'est quelque chose qui n'est même pas raisonnable. Moi, hier, je l'ai écouté, ce débat. Aucun n'a expliqué que la situation ne peut changer qu'avec un rapport de force, que si les travailleurs, effectivement, s'imposent dans la rue. Voilà, on poursuit notre émission avec la troisième partie. Dans un instant, c'est Territoire Sénat qui va démarrer. À tout de suite.